le chef d'une organisation de renseignement qui a terrorisé tout le continent européen. Et il était le visage le plus redouté du Troisième Reich. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Reinhard Heydrich. Né dans la ville allemande de Halle, près de Leipzig, le 7 mars 1904, Reinhard Eugen Tristan Heydrich a grandi dans un environnement profondément musical et cultivé. Son père était le fondateur du conservatoire de musique de Halle et un chanteur d'opéra wagnérien, tandis que sa mère était une pianiste talentueuse. À la maison, sa mère croyait fermement à la valeur de la discipline et de la rigueur pour éduquer son fils, allant même jusqu'à utiliser des punitions. En conséquence, Heydrich est devenu un garçon renfermé, de mauvaise humeur et malheureux, mais aussi intensément déterminé à réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Pour cette raison, à mesure qu'il grandissait, sa concentration immense l'a amené à se distinguer sur le plan académique, sportif et artistique. Heydrich a développé de grandes compétences en tant que pianiste et est ensuite devenu un escrimeur primé. Cependant, son enfance et sa jeunesse n'ont pas été faites que de triomphes et de gloire, le jeune Heydrich subissant des moqueries et des agressions dans son école, autant parce qu'il était catholique dans une ville majoritairement protestante que par des rumeurs infondées selon lesquelles sa famille aurait des origines juives. Alors, en 1918, après la défaite allemande lors de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de son empire, le chaos s'est installé dans tout le pays. Du jour au lendemain, la nation autrefois puissante et stable a sombré dans un état de convulsion sociale et d'inflation, entraînant la ruine économique pour la majorité des familles allemandes, y compris celle de Heydrich. Fin février 1919, des troubles civils, grèves et affrontements entre groupes communistes et anticommunistes surviennent. Ont éclaté dans la ville natale de Heydrich, Halle, ce qui a conduit le ministre de la Défense, Gustav Noske, à émettre des directives, afin que soient créées des unités paramilitaires, les Freikorps, qui auraient pour mission de reprendre, capturer et libérer Halle. Heydrich, alors âgé d'un peu plus de 15 ans, s'est enrôlé dans l'une de ces unités, qui était dirigée par le général antisémite Georg Ludwig Merker, ce qui lui a valu le nom de fusilier volontaire de Merker. Affecté à la défense des propriétés privées, peu de traces subsistent du rôle du jeune homme dans ces événements. Mais on sait qu'ils ont laissé une forte impression sur lui, servant en quelque sorte de gâchis, un éveil politique. Après la libération de Halle, Heydrich est retourné à l'école, cherchant à terminer ses études et visant à obtenir une position de premier plan dans la nouvelle République de Weimar. Ainsi, en mars 1922, Heydrich, alors âgé de 18 ans, entra dans la Reichsmarine, devenant cadet naval à Kiel, la principale base navale d'Allemagne. Par la suite, grâce à ses bonnes performances, il est promu en premier lieu en avril 1924 au grade d'aspirant principal et envoyé suivre une formation à l'Académie navale de Murvig. En 1926, il sera promu au grade d'enseigne, étant affecté comme officier des transmissions sur le cuirassé Schiff Mitschraube, Schleswig-Holstein, navire principal de la flotte de la mer du Nord. Atteignant le grade de sous-lieutenant en 1928, tout semblait bien se passer dans la vie du jeune officier. Ses évaluations de la part de ses supérieurs, qui comprenaient en même le futur amiral Wilhelm Canaris, elles étaient extraordinaires. Heydrich étant reconnu comme un officier profondément efficace et compétent, ces faits ont encore plus enflammé son ego, poussant Heydrich à ambitionner des postes plus élevés et à rêver d'une future promotion au rang d'amiral. Cependant, en 1930, sa carrière prometteuse dans la marine a commencé à s'effondrer. Heydrich nourrissait un vif intérêt pour nouer des relations avec des femmes de la haute société qu'il voyait comme un moyen d'ascension sociale. Cependant, l'une de ses nombreuses liaisons, plus précisément avec la fille célibataire d'un directeur de chantier naval, a causé sa perte. Lui, qui était déjà fiancé à Lina von Osten, a été accusé d'avoir enfreint les règles de bonne conduite d'un officier de marine, pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme célibataire sans l'épouser. Pour ce fait, la marine lui a donné deux options: épouser la jeune femme et poursuivre sa carrière, ou perdre son grade et être expulsé. Décidé à épouser sa fiancée de l'époque, Heydrich a choisi la deuxième option,
Cela a entraîné sa démission forcée sur ordre de l'amiral Eric Haider en 1931 pour conduite indigne d'un officier et d'un gentleman, perdant son grade et ne recevant qu'une indemnité de 200 Reichsmark qui serait versée mensuellement pendant les 2 années suivantes. Avec sa carrière navale ruinée, ses perspectives d'avenir ne semblaient pas très prometteuses. Cependant, sa fiancée, qui était une membre enthousiaste du parti nazi, lui a suggéré de rejoindre le parti et d'enquêter. L'organisation SS, qui à l'époque servait principalement de garde du corps personnel à Hitler, comptait environ 10 000 membres. À l'âge de 27 ans, le 1er juin 1931, seulement un jour après avoir été libéré de la marine, Heydrich a rejoint le parti, devenant le membre numéro 544 916. 6 semaines après son adhésion, il a obtenu un entretien avec le nouveau Reichsführer de la SS, Heinrich Himmler, qui cherchait quelqu'un pour créer un service de renseignement au sein de la SS. Lors de l'entretien, Himmler a lancé un défi à Heydrich, lui demandant, en 20 minutes, de décrire ses plans pour un futur service de renseignement et de collecte d'informations de la SS. La réponse de Heydrich, alliée à sa rapidité d'esprit et à son apparence aryenne, impressionnèrent Himmler, qui lui donna le poste, permettant ainsi à Heydrich d'intégrer la SS. Ayant le numéro d'adhésion 10 020, Heydrich commença à créer l'organisation de collecte de renseignements, connue sous le nom de Sicherheitsdienst, ou service de sécurité, recevant un petit bureau avec une seule machine à écrire pour accomplir la tâche. Cependant, sa détermination inlassable transforma rapidement l'organisation en un vaste réseau d'informateurs, qui a constitué des dossiers sur toute personne susceptible de s'opposer à Hitler. Il a mené des opérations d'espionnage et d'enquête interne pour recueillir des informations, y compris sur les membres du parti et les dirigeants de la section d'assaut. Heydrich aimait aussi les ragots et gardait des dossiers remplis de rumeurs, de détails sur la vie privée et les activités sexuelles des principaux dirigeants nazis. Avec lui recourant plus tard à l'utilisation de micros et de caméras cachées, l'assiduité implacable de Heydrich et le succès rapide du Sicherheitsdienst lui ont valu une ascension fulgurante dans les rangs de la SS. Il a été nommé major dès décembre 1931 et colonel en juillet 1932, puis promu brigadier, Führer ou général de la SS en mars 1933. Tout cela avant ses 30 ans. Un seul obstacle est apparu lorsqu'anciennes rumeurs ont refait surface concernant une possible ascendance juive du côté paternel de sa famille. La grand-mère de Heydrich s'était mariée une seconde fois, après la naissance de son père, avec un homme portant un nom juif. Hitler comme Himmler ont rapidement pris connaissance des rumeurs, qui avaient été répandues par les ennemis de Heydrich au sein du parti. À un moment donné, Himmler envisageait de l'expulser de la SS. Mais Hitler, après une longue rencontre avec lui. Il l'a décrit comme un homme extrêmement talentueux, mais aussi très dangereux, dont le mouvement devait absolument conserver les dons. Ainsi, Heydrich était resté dans la SS, mais il a été hanté par des rumeurs persistantes et, en conséquence, il a développé une hostilité profonde envers les Juifs. Après l'arrivée au pouvoir des nazis en janvier 1933, Heydrich et Himmler ont dirigé les arrestations massives de communistes, syndicalistes, dissidents, politiciens et autres opposants à Hitler. Le nombre total d'incarcérations était si élevé que l'espace dans les prisons est devenu un problème. Ce qui a conduit à la conversion rapide d'une usine de munitions désaffectée à Dachau près de Munich en camp de concentration pour prisonniers politiques. Le premier d'une longue série. Après Dachau, de grands camps de concentration furent ouverts à Buchenwald, Sachsenhausen et Lichtenburg. Dans chacun d'eux, à des degrés divers, les prisonniers furent soumis à un traitement terrible. En avril 1934, au milieu de nombreuses luttes internes et trahisons au sein du parti, Himmler prit le commandement de la toute nouvelle Geheimstaatspolizei ou Gestapo, la police secrète d'État. Avec Heydrich comme son second, il était responsable de l'administration de l'organisation. 2 mois plus tard, en juin, Himmler et Heydrich, avec Hermann Göring, planifièrent avec succès la chute du puissant chef de la section d'assaut,
Ernst Röhm, en répandant de fausses rumeurs selon lesquelles Röhm et ses 4 millions de troupes d'assaut prévoyaient de prendre le contrôle du Reich et de mener une nouvelle révolution. Au cours de la nuit des longs couteaux, Röhm et des dizaines de hauts dirigeants de la section d'assaut ont été traqués et assassinés sur ordre d'Hitler. Heydrich a établi la liste des cibles. En conséquence, les chemises de la section d'assaut ont perdu une grande partie de leur influence et ont rapidement été dépassées en importance par la SS. En juin 1936, toutes les forces de police régionales en Allemagne, ainsi que la Gestapo, le Sicherheitsdienst et la police criminelle, ont été placées sous le commandement du Reichsführer SS Himmler, qui ne répondait désormais qu'à Hitler. En 1937, la force de police, en particulier la Gestapo, a reçu des pouvoirs pratiquement illimités d'arrestation. N'importe qui pouvait être placé en détention pour n'importe quelle raison et pour n'importe quelle durée, sans procès et sans recours légal. En Allemagne, les agents du Sicherheitsdienst et de la Gestapo de Heydrich ont employé torture, assassinat, arrestation arbitraire, extorsion et chantage pour écraser les prétendus opposants au nazisme, et aussi pour accroître l'immense pouvoir personnel de Heydrich, désormais largement craint dans toute l'Allemagne. De nombreux membres de la haute direction du parti redoutaient maintes même de le rencontrer ou d'être dans sa présence lors des rares réunions officielles auxquelles il assistait. D'un simple regard, Heydrich pouvait effrayer même les nazis les plus endurcis. Mais malgré tout son pouvoir, Heydrich évitait les projecteurs. Préférant agir dans l'ombre, il évitait généralement la publicité et était rarement vu en public. C'était un homme sans amis, ne connaissant que des subordonnés ou supérieurs de la SS. Ils entretenaient avec lui une relation strictement professionnelle. En Allemagne, Heydrich a participé à la chute de 2 généraux puissants et traditionalistes de l'armée allemande, le ministre de la guerre, Werner von Bromberg, et le commandant en chef de l'armée, Werner von Fritsch, qui ont exprimé leur opposition à Hitler lorsqu'il a annoncé ses plans de guerre à long terme en novembre 1937. En utilisant des dossiers personnels, des faits inventés et des preuves falsifiées, il a réussi à faire renvoyer les 2 hommes, ouvrant ainsi la voie à Hitler pour prendre le contrôle des forces armées et poursuivre ses plans d'annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, avec Himmler et Heydrich œuvrant en coulisses, pour encourager les dirigeants nazis de ces régions à semer l'agitation et à commettre des actes de sabotage, après l'annexion de l'Autriche en mars 1938. Les SS se sont précipités pour arrêter les opposants et restreindre la population juive, avec Heydrich qui a établi le bureau d'émigration juive de la Gestapo, dirigé par le SS Obersturmführer Adolf Eichmann. Le bureau aurait l'autorité exclusive de délivrer des visas aux juifs souhaitant quitter l'Autriche. Ce fait a conduit à l'extorsion de plus de 100 000 juifs, qui n'ont pu quitter le pays qu'après avoir laissé là une grande partie de leurs biens. Par la suite, lorsque Hitler a tourné son attention vers la Tchécoslovaquie, Heydrich a encouragé la nazification des Allemands ethniques, pour répandre l'agitation politique dans la région frontalière connue sous le nom de Sudète. Le 1er octobre 1938, sous la menace d'une invasion allemande et face à l'agitation croissante, le gouvernement tchèque a cédé les Sudètes à l'Allemagne par le biais de l'accord de Munich. Une autre victoire pour Hitler, mais aussi pour Heydrich. Un peu plus d'1 mois plus tard, le Novembre 1938, la nuit de cristal, ou Kristallnacht, a été déclenchée sur le territoire allemand, par des attaques, des actes de vandalisme et des incendies, et en s'en prenant au commerce juif et aux synagogues, avec Reinhard Heydrich incarcérant 25 000 juifs, principalement des dirigeants sociaux. Après ces événements, en janvier 1939, Reinhard Heydrich a aidé. Il a contribué à déstabiliser la Tchécoslovaquie en provoquant des troubles en Slovaquie orientale et en envoyant des escadrons de sabotage pour semer la panique. En mars, après que la France et l'Angleterre n'ont pas montré qu'elles interviendraient directement, Hitler a occupé militairement le reste du pays, accordant l'indépendance à la Slovaquie et gardant pour lui les provinces de Bohême et de Moravie. Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale a commencé avec l'invasion allemande de la Pologne. Et comme lors des événements précédents, Heydrich a joué un rôle de première importance.
Il a organisé une fausse attaque polonaise contre une station de radio allemande à Gleiwitz, près de la frontière, donnant ainsi à Hitler un prétexte pour déclencher l'action. Après l'invasion, Heydrich a reçu le commandement du nouveau Reichssicherheitshauptamt, ou Bureau central de la sécurité du Reich. Le Reichssicherheitshauptamt qui a combiné le Sicherheitsdienst, la Gestapo, la police criminelle et le service de renseignement étranger, dans une organisation vaste, efficace et centralisée, qui étendrait bientôt son action à tout le continent européen. Heydrich forma alors 5 groupes d'action spéciale de la SS, les Einsatzgruppen, pour anéantir systématiquement tout opposant qui se dresserait sur le chemin du gouvernement d'occupation. À la suite de ces événements, le 22 juin 1941, l'Allemagne lança contre l'Union soviétique la plus grande opération militaire de tous les temps, American Soeste Seyassegewandt Tulei, l'opération Barbarossa. Et un fait curieux est que Heydrich a participé activement au combat dans les premiers jours, agissant comme pilote de chasse de la Luftwaffe, avec le grade de major, une fonction qu'il avait déjà exercée l'année précédente. Lors de l'invasion de la Norvège, il pilotait un Messerschmitt BFC-Z, 2 étant même décorés de la Croix de fer de première classe. Cependant, Heydrich était trop précieux pour rester en première ligne. Et après un accident où son avion s'est écrasé derrière les lignes ennemies, et il a failli être capturé, Himmler a personnellement ordonné qu'il cesse les combats directs pour se consacrer à ses fonctions au sein de la SS. La guerre que l'Allemagne avait déclenchée contre l'Union soviétique a ouvert un front immense, multipliant les responsabilités et les domaines d'action de la brutale organisation de Reinhard Heydrich. Le grand nombre d'actions policières qui ont abouti à des arrestations et à des exécutions de masse en Union soviétique. Elles ont démontré l'inefficacité et la lenteur des moyens conventionnels utilisés par les Einsatzgruppen, ce qui a conduit au début de l'expérimentation de moyens d'élimination de masse des soi-disant individus indésirables. Le 31 juillet de la même année, le maréchal du Reich, Hermann Göring, a émis un ordre instruisant Heydrich de préparer un plan général concernant la logistique, l'infrastructure et les mesures financières nécessaires, afin d'atteindre une solution finale à la question juive dans les territoires occupés par l'Allemagne. En conséquence, le 20 janvier 1942, Heydrich a convoqué la conférence de Wannsee, dans la banlieue de Berlin. Avec 15 hauts bureaucrates, il a établi les mesures nécessaires pour appliquer la solution finale. Peu de temps avant cela, le 27 septembre 1941, l'ambitieux Heydrich atteignit le sommet de son prestige auprès de Hitler, qu'il appelait « l'homme au cœur de fer ». Il serait nommé vice-protecteur du Reich pour la Bohême et la Moravie, dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Établissant son quartier général à Prague, Konstantin von Neurath était le détenteur nominal du poste de protecteur, mais son autorité était pratiquement nulle. Heydrich étant le véritable dictateur dans les provinces, il a mis en place une politique réussie d'offrir des incitations aux travailleurs tchèques, les récompensant avec de la nourriture et des privilèges. S'il respectait croître les quotas de production pour l'industrie de guerre et restait loyaux envers le Reich. En même temps, ces agents de la Gestapo et du Sicherheitsdienst menaient une répression brutale contre le mouvement de résistance tchèque. Avec ces actions qui lui valurent le surnom de « boucher de Prague », son pouvoir avait atteint son apogée. Heydrich n'étant subordonné qu'à quelques figures du haut commandement du parti, il était constamment honoré par de hautes distinctions d'État, comme la Croix de fer de 2e et 1re classe, l'Ordre de Saint-Alexandre de Bulgarie, Grand Croix, et l'Ordre du Mérite de Hongrie, Commandeur, et de nombreuses autres décorations provenant d'autres puissances. Pays allié de l'Allemagne. Le SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, âgé de 38 ans grisé par son propre succès, voyageait entre sa maison et le quartier général à Prague dans une Mercedes-Benz 320 verte décapotable, sans blindage ni aucune escorte armée. Dans une démonstration de confiance en son élimination de la résistance et en la pacification réussie de la population locale. Cette immense confiance en lui, cependant, serait la principale raison qui mènerait à sa perte. Le 27 mai 1942, lorsque sa voiture a ralenti pour prendre un virage serré sur la route, dans une banlieue de Prague.
Il avait été attaqué par Josef Gabčík et Jan Kubić, des agents de la résistance tchèque qui avaient été formés en Angleterre et infiltrés dans le pays pour l'assassiner. Après avoir d'abord tenté de le viser avec une mitraillette, les agents ont ensuite lancé une bombe contre sa voiture qui a explosé, provoquant de graves blessures tant à sa poitrine et à son abdomen. Sonné, Heydrich a tout de même réussi à sortir de la voiture et a ordonné à son chauffeur de tirer sur les assassins, qui ont réussi à s'enfuir des lieux. Secouru par des passants et transporté dans une camionnette de livraison vers un hôpital, il a subi une série d'opérations chirurgicales qui, au départ, semblaient avoir réussi. Himmler a même envoyé ses propres médecins particuliers à Prague et il lui a rendu visite le 2 juin, occasion lors de laquelle ils ont échangé leurs derniers mots. Le lendemain, cependant, Heydrich est tombé dans le coma et ne s'est jamais rétabli, décédant le 4 juin d'une septicémie, causée par des fragments de la garniture de la voiture, du métal et de son propre uniforme qui s'était logé dans sa rate. Pendant ce temps, la Gestapo et la SS ont retrouvé les agents tchèques cachés, dissimulés dans la crypte de la cathédrale Saint-Cyrille, les assassinant ainsi que d'autres membres de la résistance, et toute personne soupçonnée d'être impliquée dans l'action. Le 9 juin, le nouveau protecteur de la Bohême et de la Moravie, le SS Obergruppenführer Kurt Dalug. Il a ordonné de sévères représailles contre les villages de Lidice et Ledzaki, se basant sur des preuves non concluantes que ces localités avaient abrité les agents tchèques. Tous les hommes des villages, âgés de 14 à 84 ans, ont été sommairement exécutés. Les femmes déportées dans des camps de concentration, Lidice ayant été totalement rasée par la suite, son nom étant effacé des cartes allemandes à partir de cette date. Après des funérailles élaborées à Prague, le 7 juin, le cercueil de Heydrich a été placé dans un train pour Berlin, où une seconde cérémonie funèbre a débuté à la nouvelle chancellerie du Reich le 9 juin, avec Himmler comme principal orateur. Même Hitler était présent, déposant des décorations de haut rang sur son cercueil. Et la semaine suivante, l'Empire japonais a remis à sa famille l'ordre du soleil levant. Après les funérailles, Himmler a assumé provisoirement les fonctions de chef de la sécurité du Reich. Mais en janvier 1943, il a nommé le SS Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner à ce poste. À ce poste, Kaltenbrunner a poursuivi la structure mise en place par Heydrich, ce qui a entraîné la déportation et la mort d'innombrables personnes sous la domination allemande. Protagoniste d'une ascension fulgurante jusqu'au sommet du pouvoir du Troisième Reich, Reinhard Heydrich a semé la terreur parmi les Allemands et les étrangers. Représentant l'autorité la plus redoutée sur la vie et la mort, il incarnait pour le peuple l'imaginaire de l'Allemagne nazie. L'héritage sombre du boucher de Prague a perduré pendant des années après sa mort, débouchant sur des tragédies monstrueuses qui ont marqué cruellement le visage de l'Europe. Tu as aimé cette histoire ? Si tu veux soutenir la chaîne et notre travail, tu peux nous envoyer un don par Pix, ou alors en contribuant sur Apoyas. Parce que de cette façon, tu rejoins notre groupe Very Important Person WhatsApp et tu discutes dans des prochains sujets avec moi. Je remercie déjà tout le monde qui nous aide, mais en particulier ces camarades ici, qui sont vraiment au top. Et si tu es curieux et que tu veux acheter les livres que j'utilise pour faire ça, je laisse leur lien juste ici en bas. Regarde ces vidéos que j'ai choisies pour toi. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les notifications quand je publierai d'autres vidéos. Je m'arrête ici, merci encore pour ton audience et une grosse accolade à toi. Depuis la salle de guerre.